Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Reynald Barguet. Pour ce podcast inédit, je vous propose une affaire hors norme. Le 14 février 2016, Reynald Barguet, un jeune homme de 23 ans, est froidement exécuté devant sa caravane, sous les yeux de sa compagne. À première vue, son meurtre ressemble à un règlement de compte. Mais après de nombreux rebondissements, les gendarmes vont mettre au jour une machination diabolique orchestrée par des suspects au-dessus de tout soupçon. Le 17 avril 2023, devant la cour d'assises de l'Hérault, s'ouvre le procès d'une affaire hors norme. L'assassinat de Reynald Barguet, 23 ans. Et vous allez voir qu'il a été victime d'un complot machiavélique. Fait exceptionnel pour un homicide, les 3 accusés comparaissent libres aux côtés de la famille de la victime. Un procès sous haute tension où se mêlent trahison et manipulation. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter 7 ans en arrière. Tout commence pendant l'hiver 2016, à Marseille-en-Plage, à 50 km de Montpellier. Une petite ville qui sent bon les vacances et le sable chaud. C'est une petite ville qui est nichée en fait entre la mer Méditerranée François Barrère, reporter à Midi Libre. et l'étang de Thau, qui est un étang qui est juste derrière le littoral. C'est au bord de la mer pour accueillir les touristes et ça devient l'été une station balnéaire. Jean-Marc Darrigade, avocat de la défense. Avec des campings, avec toutes les infrastructures pour accueillir les gens avides de soleil et de mer. C'est dans ce décor de carte postale que Reynald Barguet, 23 ans, passe tous ses étés. Pendant l'année, ce jeune mécanicien habite dans le nord de la France, à Reims, avec ses parents. Mais dès les beaux jours, il accompagne son père dans le sud, sur les marchés de Marseille-en-Plage. Ils vendent des vêtements aux touristes. Des étés de rêve pour Reynald, qui décide de s'installer définitivement dans la région. Son père se rappelle bien du jour où il lui a fait part de ce projet de déménagement. J'ai un terrain de loisirs à Marseillon où j'y vais que du 15 juin au 15 septembre pour faire ma saison de marché. Reynald Barguet, père de Reynald. Et le reste du temps, je suis à Reims. Donc, Reynald m'a demandé de pouvoir rester sur le terrain. Donc, moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Son papa, à Mobilo, met une caravane sur le terrain de loisirs. Sylvie Divry, mère de Reynald. Donc, ça fait un pied-à-terre aussi à Reynald. Voilà, il était en plein air, il était dans ses caravanes, il y avait tout ce qu'il fallait, il avait l'eau, il avait l'électricité. Il manquait de rien là-bas, donc pour lui, tout allait bien. Reynald savoure sa nouvelle vie dans le sud. D'autant plus qu'il vient de renouer avec son premier amour, Mandy, 22 ans. À l'adolescence, ils étaient restés 1 an ensemble. Il était tellement gentil, Reynald, que quand Mandy a revu Reynald, elle en était toujours amoureuse, j'en suis sûre. Et du coup, ils se sont remis ensemble. Lorsqu'ils se retrouvent en décembre 2015, Reynald a 23 ans, Mandy 22. Cette fois, c'est du sérieux. Ils s'installent dans la caravane et font des projets. Ils cherchent du travail et ils envisagent même de fonder une famille. Mais ce bonheur va être de courte durée. Le 14 février 2016, leur vie bascule. Ils vont traverser une nuit d'horreur qui changera leur destin à tout jamais. Exceptionnellement, Mandy, la petite amie de Reynald, a accepté de nous raconter le déroulement tragique de cette soirée. On était invités à un anniversaire, donc juste à côté. Mandy, petite amie de Reynald. On avait passé une très très bonne soirée, on était rentrés un petit peu tard.
Il est 3h30 du matin lorsque Mendy et Reynald rentrent dans leur caravane. Ils sont heureux de leur soirée, mais exténués. Ils filent directement au lit. Mais 1 heure plus tard, Mendy se réveille en sursaut. J'ai entendu du bruit dehors, comme si on jetait des cailloux sur la caravane en fait. Donc du coup, à ce moment-là, je réveille Reynald. Je lui dis qu'il y a du bruit dehors, que j'ai peur parce que c'était pas normal quoi. À moitié réveillé, Reynald la rassure. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. D'ailleurs, il se rendort immédiatement. Mais Mendy est stressé. D'autant qu'une dizaine de minutes plus tard, à 4h30, le téléphone portable de Reynald vibre. Comme il dort profondément, Mendy décroche. Quand je réponds, on me dit que c'est Anthony. Est-ce que Reynald est là? Est-ce qu'il peut sortir? C'est urgent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle réveille Reynald et elle lui dit y a Anthony qui vient de téléphoner, il veut que tu sortes, il dit qu'il est là, il veut te voir. Anthony est un des copains de Reynald. Mais pourquoi l'appelle-t-il à 4h30 du matin? À moitié réveillé, Reynald sort de la caravane. Immédiatement, une détonation retentit. Ça fait un bruit sourd et silencieux, enfin un bruit d'air. Ça fait tout ça. Et à ce moment-là, Reynald me dit ils m'ont tiré dessus. Il a essayé de rentrer dans la caravane et à ce moment-là, il se refait tirer dessus une deuxième fois. Reynald, il est à terre et je peux rien faire. Et je peux rien faire du tout. Je me dis que je vais mourir aussi en fait. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans la caravane et je vais me prendre une balle moi aussi. Donc en fait, je me cache comme je peux, je me mets les mains devant les yeux et j'attends. Mendy est terrifié. Son petit ami gît au sol avec 2 balles dans le corps. Et les tirs continuent de fuser. Le moindre geste, et elle est persuadée d'y passer à son tour. Elle est là sous le feu des balles avec son fiancé qui agonise, avec des balles qui transpercent les murs. Mendy, elle est éraculée parce que les balles la frôlent véritablement. J'ai vu vraiment ma mort arriver. J'ai vu ma mort arriver. Tapie au fond de la caravane, Mendy parvient à attraper son portable. Elle tremble comme une feuille, mais elle réussit à appeler les pompiers. J'avais l'impression d'être un robot. Je leur ai dit mon nom, mon prénom, l'adresse, ce qui se passait. Qu'on avait tiré sur mon conjoint, qu'on essayait de me tirer dessus. Qu'ils viennent au plus vite. Envoyez-moi quelqu'un vite, quoi. Je suis cachée, je vais mourir. À peine a-t-elle raccroché que les coups de feu s'arrêtent net. Mais pour Mendy, hors de question de bouger. Et si c'était un piège? Si les assaillants attendaient qu'elle sorte de sa cachette? Elle reste recroquevillée au sol en attendant les secours. Une dizaine de minutes plus tard, les pompiers arrivent. Ils se précipitent aussitôt vers la caravane. Ils vont découvrir le corps de Reynald, gisant dans son sang, dans la caravane, en position plutôt ventrale. Et malgré les tentatives de réanimation qu'ils vont faire, les pompiers comprennent tout de suite qu'il n'y a plus rien à faire pour le sauver, donc ce jeune homme est décédé. À 5h40 du matin, Reynald de Barguet est déclaré mort. À l'annonce de son décès, Mendy s'effondre. Mais il lui reste encore une épreuve douloureuse à affronter. Annoncer à la famille de Reynald son décès. Mendy me dit, il est parti. Je lui dis, mon fils, il est parti, mais il est parti où? Il est à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Sylvie, ton fils, il est décédé.
Je me suis écroulée, je suis tombée. Je comprenais pas, je me disais, mais pourquoi on a tué mon fils? Mais pourquoi? Ça fait très mal, c'est comme si on m'avait arraché un bout de moi. Quand on me dit que mon fils est décédé, je ressens une colère. Qu'est-ce qui s'est passé? J'y croyais pas. J'y croyais pas. Alizée à Barguet, sœur de Reynald. Puis après, j'ai vu l'état de ma maman, j'ai compris que c'était vrai. Je me suis effondrée. Après les pompiers, c'est au tour des gendarmes d'arriver sur les lieux du crime. Mais impossible d'effectuer les premières constatations à cause de l'obscurité. Ils gèlent les lieux afin de préserver les indices jusqu'au lever du jour. Le lendemain matin à 8h, c'est le major Jean-Marc Sixic de la section de recherche de Montpellier qui prend l'enquête en main. Donc on se transporte directement au lieu d'y mal dormir. La levée de corps n'a pas été faite puisqu'ils attendent le médecin légiste. Jean-Marc Sixic, directeur d'enquête de la section de recherche de Montpellier. Et c'est uniquement quand le médecin légiste arrive qu'il y a les constatations sur le corps. Le médecin légiste ausculte minutieusement le corps de Reynald. La victime a été touchée 2 fois. François Barrère, reporter à Midi Libre. Une première fois de face par un tir qui l'a atteint au thorax. Ensuite, Reynald a fait demi-tour et une deuxième balle l'a atteint de dos au niveau de l'épaule. Un tueur qui surgit au beau milieu de la nuit et abat froidement Reynald de Barguet. Voilà un mode opératoire qui rappelle aux gendarmes celui du grand banditisme. Mais pourquoi des professionnels du crime s'en prendraient-ils à ce jeune homme d'à peine 23 ans? Qui se cache derrière ce meurtre odieux? En attendant que Mandy, la seule survivante du drame, soit en état de témoigner, les gendarmes commencent leur investigation. Première étape, recueillir les indices qui pourraient leur permettre de remonter jusqu'au tireur. Les techniciens en identification criminelle passent les lieux au peigne fin. Et d'emblée, plusieurs éléments attirent leur attention. Ils vont découvrir des pierres, ils vont découvrir des morceaux de briques qui se trouvent à proximité de la caravane. L'autre élément qui est quand même beaucoup plus troublant, ce sont des cocktails Molotov. Les enquêteurs comprennent qu'ils ont affaire à un tueur déterminé qui avait tout prévu pour attirer Reynald hors de sa caravane. Il n'avait plus ensuite qu'à l'abattre. Un plan machiavélique qui n'est sûrement pas l'œuvre d'un homme seul. Et ils ne vont pas tarder à en avoir confirmation. À une 50aine de mètres du terrain des Barguet, le long de la voie ferrée, ils font une découverte capitale. Là où passe la voie ferrée, il y a un grillage qui empêche justement les gens de passer sur la voie ferrée. Et ils constatent que ce grillage a été découpé. Visiblement, c'est récent. Et à proximité du grillage, on trouve 2 traces de pas de 2 chaussures différentes. L'intuition des gendarmes était bonne. Ils n'ont pas affaire à un, mais à 2 criminels. Et ils vont bientôt en savoir plus sur l'un d'entre eux, en découvrant l'emplacement d'où il a tiré. Lorsqu'on monte sur la voie ferrée, on a effectivement ce qui paraît être le poste de tir, puisqu'on est en hauteur et qu'on voit en face la caravane, et que donc c'est visiblement là que le tireur a dû se poster. Mais ce qui les frappe aussi, c'est la distance, parce qu'on est à plus d'une 50aine de mètres. Donc c'est un véritable tir à distance, un peu comme si on avait un tireur d'élite, un sniper, qui s'était posté pour abattre sa cible. 5 heures seulement après la mort de Reynald, l'enquête progresse à grands pas. Les gendarmes savent désormais qu'ils courent après 2 meurtriers, appartenant sûrement au grand banditisme. Et ils sont persuadés que l'un serait un tireur émérite.
Mais cette hypothèse va bientôt être mise à mal. Le lendemain du meurtre, les spécialistes en balistique rendent le résultat de leur expertise. L'arme utilisée, c'est une arme de chasse. Gaspard Cuénan, avocat de la défense. C'est une carabine 22 longs rifles. 22 longs rifles, c'est le calibre le plus commun. Certainement pas une arme utilisée par des professionnels. Les gendarmes commencent à douter de la piste du grand banditisme. Ils espèrent que leur témoin principal les aidera à y voir plus clair. Car Mendy est désormais d'attaque pour être interrogé. Pour nous, Mendy, c'est le témoin essentiel puisque c'est la dernière personne qui a vu Reynald vivant. Par miracle, je suis encore là, donc je peux tout raconter, quoi. Mendy s'empresse de dévoiler aux enquêteurs un élément essentiel. Elle sait qui est à l'origine du meurtre de son petit ami. C'est un de ses copains, un certain Anthony. C'est lui qui l'a appelé en pleine nuit en lui demandant de sortir de la caravane. Ce que décrit Mendy, c'est le scénario d'un piège, d'un traquenard. C'est un guet-apens. Reynald Barguet, père de Reynald. On le fait sortir, on lui tire dessus. C'est pas un meurtre. Luc Abrakiewicz, avocat de la défense. C'est un assassinat. Les gendarmes abandonnent la piste du grand banditisme. 7 heures après l'assassinat de Reynald Barguet, Anthony est interpellé et placé en garde à vue. D'emblée, les gendarmes le confrontent au témoignage de Mendy. Pourquoi a-t-il téléphoné à Reynald ce soir-là à 4h30 du matin? Face à eux, le jeune homme semble abasourdi. Ce n'est pas lui qui a appelé Reynald. D'ailleurs, dans son portable, les gendarmes ne retrouvent aucune trace de cet appel. La piste Anthony, on va la creuser et on va s'apercevoir que c'est un leurre, très rapidement. En plus, Anthony possède un alibi solide. Ce soir-là, il était chez ses parents qui confirment sa présence. Les gendarmes doivent reprendre leur investigation à zéro, ou presque. Leur seul indice, l'assassin s'est fait passer pour Anthony. C'est donc qu'il était assez proche de la victime pour connaître ses copains. Alors qui dans l'entourage de Reynald pouvait bien lui en vouloir au point de l'assassiner? Pour le savoir, les enquêteurs vont éplucher sa vie dans les moindres détails. Reynald est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Et pour lui, la famille est sacrée. Reynald, il était très 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 proche de mon papa. Et il était très proche de moi. Sylvie Divry, mère de Reynald. Il aimait ses frères, ses sœurs. Il était très famille, Reynald. C'était mon grand frère, j'étais sa chouchoute. C'était un modèle pour moi, mon frère. Il avait le cœur sur la main. Il a toujours été là. Si vous avez besoin de quelque chose, il vous rencontre dans la rue. Si vous n'avez pas de chemise, vous voulez lui demander sa chemise, il vous la donnera. C'était Reynald. Il était comme ça. Pour ses proches, Reynald était un vrai rayon de soleil. C'était un garçon qui avait la joie de vivre. Il aimait rigoler, il aimait faire le pitre. Oh, Reynald, c'était un moqueur. Il se moquait. Toujours, toujours, il était moqueur. Mais c'était pas méchant, c'était quelqu'un qui était taquin. Un gentil garçon, bon vivant, le cœur sur la main, que tout le monde semblait apprécier. Rien de ce que découvrent les gendarmes ne les aide à percer le mystère de sa mort. Rien, jusqu'à ce qu'ils découvrent que Reynald possédait un casier judiciaire. Ce qui l'a amené à avoir des démêlés à la justice, c'est pas des actes de grand banditisme, mais c'est des bagarres, des violences, des outrages envers les policiers. Reynald aurait notamment été mêlé à un petit trafic de stupéfiants. Cette fois, l'information intéresse les enquêteurs. Peut-être a-t-il été victime d'un règlement de compte. Il me demande si mon fils avait des problèmes avec quelqu'un. Je savais que mon fils faisait petit trafic à droite à gauche. Donc j'appelle à droite, à gauche, ses copains, qu'est-ce qui se passe? Mais personne lui voit d'ennemis. Non, toujours été réglo dans ses affaires. Ses proches le confirment, Reynald n'avait aucun ennemi.
Les enquêteurs se penchent alors sur sa vie sentimentale. Et ils découvrent qu'elle est bien remplie. C'était un beau garçon, il aimait bien les filles l'aimaient bien. De toute façon, nos enfants, c'est les plus beaux du monde, mais Reynald, c'est vrai que c'était un très très beau jeune homme. Et je sais qu'il avait toujours eu du succès par rapport aux filles, que ce soit au collège, dans les quartiers où on habitait. Il était très très beau, mon fils. Reynald serait un joli cœur. 2 mois avant qu'il ne se remette en couple avec Mandy, il s'est d'ailleurs séparé de sa compagne, une certaine Coralie, avec laquelle il a eu un enfant. Un petit garçon de seulement 8 mois. Et selon ses parents, cette séparation se serait très mal passée. Cette piste fait à nouveau dresser l'oreille des gendarmes. Les déboires conjugaux ne sont jamais anodins, alors ils décident de creuser. Entre Reynald et Coralie, tout commence par un coup de foudre, en 2014. Comme à leur habitude, Reynald et sa famille passent l'été à Marseillan. C'est là qu'ils flashent sur Coralie, une amie de sa sœur, Alizéa. Mon frère il m'a demandé de lui présenter Coralie, parce qu'il voit une jolie fille, elle était très belle. Donc je lui ai présenté. Alizéa Barguet, sœur de Reynald. Et quand elle a connu mon frère, je l'avais jamais vue aussi souriante. Mon frère et Coralie vont tomber très vite amoureux. Reynald a alors 20 ans, Coralie 16. Elle est encore collégienne. Entre eux, c'est une évidence. Mais il y a un hic. Coralie a déjà un petit ami. Il s'appelle Alexandre Petermann. Il a le même âge que Reynald. Mais leur point commun s'arrête là. Car lui a tout du garçon modèle. Alexandre Petermann, c'est un jeune homme, il est pétri de qualités, des qualités intellectuelles, de qualités physiques. Jean-Marc Darrigade, avocat de la défense. Il est gentil, il est très serviable, il a le cœur sur la main, il voudrait toujours rendre service, il est intelligent, toujours un concert de louanges. Il va réussir à rentrer dans le corps très prestigieux des sapeurs-pompiers de Paris. François Barrère, reporter à Midi Libre. Il y a une sélection extrêmement rigoureuse pour arriver à sélectionner les meilleurs éléments. C'est un corps d'élite. C'est quelqu'un qui a une personnalité exceptionnelle. Il voue sa vie à ce métier dont la devise est sauver ou périr. Alexandre Petermann a tout pour lui, mais ça ne se commande pas. Coralie a eu un coup de foudre pour Reynald. Alors elle le quitte. Mais chez elle, son nouveau petit ami ne fait pas l'unanimité. Elle l'a présenté à sa mère. Quand elle a appris que Reynald vivait en caravane, sur un terrain, ça l'a un petit peu dérangé. Après, elle a appris que Reynald avait un casier judiciaire. Donc là, ça l'a braqué carrément. Elle, c'est une fille de bonne famille. Sa mère, son beau-père, ce sont des honnêtes commerçants. Eux, c'était des gens, on va dire, bien. Donc elle acceptait pas que Coralie soit avec Reynald. Valérie Andrieux, la maman de Coralie, insiste un peu plus tous les jours pour que sa fille quitte Reynald. Au fil des semaines, les relations mère-fille deviennent conflictuelles et Coralie prend une décision radicale. Coralie, face à cette opposition de sa mère, va fuguer. Elle va fuguer pour aller s'installer avec Reynald. Et ils vont partir à l'autre bout de la France. 4 mois après leur rencontre, Reynald rentre à Reims avec Coralie. La jeune fille coupe tout contact avec sa mère. Valérie Andrieux, sa maman, est désemparée. Valérie Andrieux va déposer des dizaines de plaintes. Gaspard Cuénan, avocat de la défense. Elle va être entendue à 7 reprises par les gendarmes dans cette procédure où elle va crier son désarroi parce que sa fille adolescente a fugué et personne ne l'écoute. Il lui explique que sa fille a 16 ans, qu'elle a la majorité sexuelle et que on ne peut rien faire contre cette situation à partir du moment où sa propre fille dit qu'elle est là de son plein gré. De leur côté, Coralie et Reynald sont heureux. D'autant que quelques jours après s'être installée à Reims, en septembre 2014, la jeune femme tombe enceinte.
Elle a à peine 16 ans. Bon, elle était mineure. Après, ils avaient fait leur choix. Elle était enceinte, elle voulait le garder. Lui, il voulait qu'elle le garde. Elle était heureuse, elle disait je suis enceinte et tout. Elle nous a pris dans ses bras, elle disait que ça allait être moi la marraine. Mon frère, il était heureux aussi d'avoir un enfant. Quand il a appris qu'il allait être papa, franchement, c'était... oh là là, il était très très heureux. C'était le plus heureux des hommes, on va dire. En juin 2015, Coralie met au monde un petit garçon. Reynald prend son rôle de jeune père très à cœur. C'était un très très bon papa. Il ramenait le bébé à tout le monde, il faisait montrer le bébé à tout le monde. Le bébé est constamment dans les bras de mon fils Reynald. Après la naissance de leur bébé, le couple repart s'installer dans le sud, à Marseille-en-Plage, dans la caravane. Mais ce retour va signer la fin de leur bonheur. À Marseillan, Coralie, devenue maman, renoue avec sa mère pour lui présenter son fils. Mais Valérie est obstinée. Elle n'a pas changé d'avis sur Reynald. Elle tente à nouveau de persuader sa fille de le quitter. Et cette fois, elle va parvenir à ses fins. Quand elle retourne chez sa maman, dès qu'elle revoit sa maman, quelques temps après, ça ne va plus. Un matin, quand Reynald s'est levé, en fait, il n'y avait plus personne. Mandy, petite amie de Reynald. Coralie était plus là, l'enfant était plus là. Coralie quitte Reynald en 2015, le lendemain de Noël. Elle s'installe chez sa mère avec son fils. Pour Reynald, la séparation avec son enfant est insupportable. J'ai vu Reynald pleurer pour son fils. Vraiment pleurer. Il avait aucune nouvelle, pas un message, pas un appel. Ça lui a fait très 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 mal. On peut pas retirer un enfant à sa mère, mais on peut pas retirer un enfant à son père non plus. Au fil des jours, sans nouvelles de son fils, Reynald devient fou de rage. À un moment donné, comme il voulait savoir où était son fils... Jean-Marc Sixic, directeur d'enquête de la section de recherche de Montpellier. Il appelait Valérie Andrieux 60 fois par jour. Il va proférer des menaces de mort et dire qu'il abattra toutes les personnes de cette famille une à une jusqu'à ce qu'on lui rende son enfant. Et d'ailleurs, Reynald Barguet devait comparaître au mois de juin pour toutes ces menaces s'il n'avait pas été assassiné au mois de février. Ce conflit pour la garde du bébé intéresse fortement les gendarmes. La belle-mère de Reynald s'est-elle sentie tellement menacée qu'elle aurait décidé d'éliminer son beau-fils? Pour le savoir, les enquêteurs commencent par dresser le profil de Valérie Andrieux. Au niveau professionnel, elle a occupé plusieurs emplois. Elle a été factrice. Elle a été assistante opératoire dans un cabinet vétérinaire. Elle a l'apparence d'une maman, d'une quinquagénaire tout à fait ordinaire, qui n'a rien de saillant d'une façon ou d'une autre. Les gendarmes sont étonnés de ce qu'ils découvrent. Une mère de famille bien sous tout rapport. On est loin du profil d'une meurtrière. Et d'ailleurs, le père de Reynald lui-même prend sa défense. Je les dédouane directement. Moi, je dis c'est impossible, ça peut pas être eux. Reynald Barguet, père de Reynald. C'est pas des bandits, c'est des gens de bonne famille. Quand mon fils a été assassiné, j'ai appelé Valérie Andrieux. Elle s'est mise en pleurs. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Oh non, le pauvre Reynald. Pour moi, c'était non, pas eux. Les enquêteurs étaient persuadés d'être sur la bonne piste, mais à présent, ils doutent. Alors, ils poursuivent leurs investigations, car ils n'ont toujours ni mobile, ni suspect. Ils reprennent l'enquête par le seul élément concret qu'ils détiennent, le coup de téléphone reçu par Reynald pour l'attirer hors de la caravane. Ils doivent absolument identifier son auteur. On fait des investigations téléphoniques sur la ligne qui a appelé Reynald. Donc il s'avère que c'est une carte prépayée. En faisant les croisements avec les numéros avec lesquels cette carte est en contact, on identifie très rapidement l'utilisatrice de ce téléphone. Et les gendarmes n'en croient pas leurs yeux en découvrant son identité.
Ce téléphone, on l'identifie très rapidement comme pouvant être vraisemblablement le téléphone de Valérie Andrieux. Les gendarmes n'en reviennent pas. La carte de téléphone qui a servi à piéger Reynald a été achetée par Valérie Andrieux. Cette fois, ils pensent être sur la bonne voie. Une belle-mère qui ne supporte pas son gendre et qui décide de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, le scénario pourrait coller. Pourtant, un détail les chiffonne. Selon Mendy, c'est un homme qui a téléphoné à Reynald ce soir-là. Alors, qui est-ce? Pour le découvrir, les gendarmes étudient les téléphones portables qui ont borné autour de la scène de crime. On va s'apercevoir que le téléphone portable de Petroman Alexandre borne à 3h23 du matin sur un relais qui couvre la scène de crime. À ce moment de l'enquête, Alexandre Petroman devient notre cible principale. Les enquêteurs sont sidérés. Que vient faire Alexandre Petroman, l'ex-petit ami de Coralie, le pompier modèle, dans cette sombre affaire d'assassinat? Ils vont vite avoir une réponse à leurs questions. Ils apprennent qu'après avoir quitté Reynald, Coralie s'est remise en couple avec Alexandre, son premier amour. Les enquêteurs sont convaincus que c'est un assassinat. Luc Abrakiewicz, avocat de la défense. Que c'est une entente familiale. Ils ont un mobile. Les problèmes entre la famille Andrieux, Coralie et Reynald. L'enquête progresse. 2 jours après le meurtre, les gendarmes sont persuadés que Valérie Andrieux, la belle-mère, et Alexandre Petroman, le petit ami de Coralie, sont impliqués dans cette sordide affaire. Mais qui a fait quoi? Pour le savoir, ils vont continuer d'étudier la téléphonie et elle va accuser un autre membre de la famille. Jocelyn, 23 ans, le frère aîné de Coralie. Ils se rendent compte qu'il y a eu des échanges téléphoniques entre Jocelyn et Alexandre. François Barrère, reporter à Midi Libre. Dans les heures et la journée précédant le crime. Alexandre Petroman, à 1h du matin, il est venu voir Jocelyn. Donc ils vont se dire peut-être qu'on a là les 2 personnes qui ont commis ce crime. Les gendarmes ont identifié un 3e complice. Ils mènent une enquête discrète pour savoir à qui ils ont affaire. Et là encore, ils tombent de leur chaise. Jocelyn, il s'est engagé dans la marine nationale très jeune. Il sert sur une frégate qui est utilisée pour des missions extrêmement importantes par la marine nationale, des missions d'écoute et de renseignement. Ses supérieurs hiérarchiques ne tarissent pas d'éloges sur ce garçon. Le commandant de bord, son officier est venu dire que c'est un homme sur qui on pouvait compter dans le travail, qui était sérieux, qui était impliqué et qui surtout respectait les autres. Décidément, dans cette affaire, les suspects n'ont pas le profil de l'emploi. Alors là, on a effectivement 3 personnes qui ont un casier judiciaire vierge et qui sont en dessus de tout soupçon. Un qui sert son pays dans la marine nationale, l'autre qui sert son pays chez les pompiers, et une femme qui a fait divers métiers, qui n'a vraiment pas le profil de ça. C'est vraiment quelque chose de très atypique. Et la suite de cette affaire n'a pas fini de surprendre les gendarmes. Car ils ont désormais suffisamment d'éléments pour interpeller les suspects et leur audition va révéler l'impensable. Le 16 février 2016, 2 jours après le meurtre de Reynald de Barguet, Valérie Andrieux, 48 ans, son fils Jocelyn, 23 ans, et son nouveau gendre Alexandre Petroman, 23 ans également, sont placés en garde à vue. C'est lui, le jeune pompier, qu'ils interrogent en premier. Et les gendarmes sont surpris de son attitude. Il affiche un calme olympien. Il refuse même la présence d'un avocat. Alexandre Petroman, il va nier être l'auteur du meurtre de Reynald. Il dit aux enquêteurs qu'au moment des faits, il faisait un footing en pleine nuit. Jean-Marc Darrigade, avocat de la défense. Footing avec Jocelyn sur la plage de Marseillan. Un footing à 3 h du matin, les gendarmes n'y croient pas trop.
Mais ils ont une stratégie en tête pour déstabiliser leurs suspects. Ils ont la preuve que son téléphone a borné près de la caravane de Reynald à l'heure du crime. Cette fois, Alexandre perd sa belle assurance et craque. Et là, il est très rapidement passé aux aveux circonstanciés. C'est-à-dire qu'il nous a expliqué être l'auteur du meurtre. Il avoue le crime et il le justifie en expliquant qu'il a voulu sauver, protéger en fait la famille de celle qu'il aime, Coralie, puisque Reynald était fou furieux de ne plus pouvoir avoir accès à son fils. Tout un climat de terreur qui était devenu insupportable et pour lequel il a tenté de trouver une solution. Alexandre Petermann, si sûr de lui quelques heures plus tôt, semble maintenant avoir besoin de soulager sa conscience. Il avoue même qu'il n'a pas tué Reynald sur un simple coup de tête, mais qu'il avait tout prémédité. Il raconte qu'il prépare ça depuis des semaines. Gaspard Cuénan, avocat de la défense. Que depuis des semaines, il a fait des repérages sur les lieux des faits. Il va même raconter qu'il s'est entraîné pendant la journée à viser, à armer avec sa carabine et à tirer sur les casseroles. Il dit, depuis le départ, c'est prémédité et je dois assumer cette préméditation. Les gendarmes sont stupéfaits. Alexandre déballe tout, les repérages, l'entraînement. Il raconte dans les moindres détails comment il a assassiné Reynald cette nuit du 14 février 2016. Il a stationné son véhicule à proximité d'un portail SNCF. Jean-Marc Sixic, directeur d'enquête de la section de recherche de Montpellier. Il a escaladé le portail. Ensuite, il a traversé la voie ferrée. Il a marché le long de la voie ferrée avec tout le matériel qu'il avait préparé, c'est-à-dire il avait l'arme du crime, une carabine, 22 longs griffes, il avait 2 armes de poing, il avait les cocktails Molotov. Alexandre explique aux enquêteurs qu'il a marché le long de la voie ferrée jusqu'à l'endroit où il avait découpé le grillage quelques jours plus tôt. Puis, il a essayé de faire sortir Reynald de sa caravane. Donc il s'approche du terrain, il lance les pierres sur la caravane. Puis il se dépêche ensuite de retourner sur la voie ferrée pour se poster en attendant que Reynald sorte. Mais il n'y a pas de réaction, il se passe rien. Alors il insiste, il va lancer les cocktails Molotov. Mais les cocktails Molotov, ils ne marchent pas. Il y en a un seul qui s'embrase, mais ça fait pchit en quelque sorte. Ça attire pas non plus l'attention. Alexandre est à 2 doigts de laisser tomber. C'est à ce moment-là qu'il a l'idée de téléphoner à Reynald en se faisant passer pour son ami, Anthony. Alors il a appris au cours des discussions que Reynald pouvait avoir des affaires avec cet Anthony, que celui-ci avait une dette à son égard. Et donc il a l'idée d'utiliser cette anecdote et cette histoire pour faire sortir Reynald de sa caravane en lui disant qu'il veut le voir immédiatement. Alexandre précise aux enquêteurs qu'il a appelé Reynald avec un téléphone portable qu'il a volé à sa belle-mère, Valérie Andrieux, quelques heures plus tôt. Et donc cette dernière n'est absolument pas au courant que son téléphone a servi pour débusquer Reynald le soir du crime. Le plan d'Alexandre fonctionne. Reynald tombe dans le piège et sort tranquillement de la caravane, pensant retrouver son copain, Anthony. Alexandre saisit alors sa carabine 22 longs rifles. Cette carabine est équipée d'une lunette de visée. Il va raconter que c'est une lunette de visée à vision nocturne qui permet de voir parfaitement la cible, même si on est en pleine nuit. Il le voit dans la lunette et il tire à 2 reprises sur Reynald. Après que Reynald soit tombé, il va continuer à tirer sur la caravane, en sachant qu'à l'intérieur, il y a une autre personne, Yamendi. Il va dire qu'il voulait protéger sa fuite pour éviter que les personnes qui sont à l'intérieur n'alertent trop vite les secours et pour pouvoir partir. Après avoir assassiné Reynald,
Alexandre panique. Il se précipite chez Valérie Andrieux pour se confier à Jocelyn, qui vit chez sa mère. Il demande à Jocelyn de l'aide en lui disant « J'ai besoin que tu me fournisses un alibi ». Et il va accepter parce que c'est son beau-frère, parce qu'ils se connaissent depuis longtemps. Donc les deux hommes se mettent d'accord pour dire que ce soir-là, ils étaient ensemble pendant la nuit, ils sont allés faire un jogging, comme ils le faisaient lorsqu'ils étaient jeunes militaires et qu'ils faisaient leur classe. Selon Alexandre, Jocelyn ne va pas seulement lui fournir un alibi. Il l'aide également à effacer les traces du crime. Jocelyn va l'aider à aller enterrer les armes. Et puis Alexandre va aussi demander à Jocelyn de laver ses vêtements pour effacer les traces éventuelles de résidus de tir d'armes à feu que les gendarmes pourraient détecter sur ses vêtements. Alexandre le jure, Jocelyn l'a seulement aidé à maquiller son crime, rien d'autre. Quant à sa belle-mère, il est formel. Elle n'a participé ni de près ni de loin à cet assassinat. Il va immédiatement endosser toute la responsabilité. Il indiquera avoir agi seul d'un bout à l'autre dans la conception et dans la réalisation de ce projet criminel. Mais les gendarmes sont dubitatifs. Ils sont persuadés qu'Alexandre Petermann n'a pas pu réaliser ce plan diabolique tout seul. Ils décident de confronter son témoignage à celui des deux autres suspects. Ils commencent par interroger Jocelyn. Comme Alexandre avant lui, le jeune militaire affiche un air détendu et refuse lui aussi l'assistance d'un avocat. Il va, dans un premier temps, répondre aux enquêteurs ce qui était convenu avec Alexandre, c'est-à-dire donner cet alibi bidon. Luc Abrakiewicz, avocat de la défense. Mais cet alibi du jogging en pleine nuit. Et puis, lorsqu'il sait que Alexandre a assumé sa responsabilité, lorsqu'il sait qu'il n'a plus à le protéger, il va expliquer ce qui s'est passé. Les gendarmes parviennent cette fois encore à leur fin. Jocelyn reconnaît qu'il a fourni un faux alibi à Alexandre et qu'il l'a aidé à effacer les traces du meurtre. Mais pas plus. Il n'aurait pas aidé Alexandre dans cet assassinat. Les enquêteurs n'y croient pas. La preuve, la deuxième empreinte sur le lieu du tir pourrait être la sienne. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'on se rend sur place, lorsqu'on voit les lieux, la distance entre le poste de tir et la caravane. François Barrère, reporter à Midi Libre. Ça paraît extrêmement difficile d'aller jeter une pierre sur une caravane, de courir pendant 50 mètres, de se poster et d'être prêt à tirer. C'est un scénario qui ne fonctionne pas. Les gendarmes ont la conviction que Jocelyn est plus impliqué qu'il ne le dit. Mais impossible de lui faire lâcher le morceau. Et ils ne vont pas avoir plus de succès auprès de Valérie Andrieux. Valérie Andrieux, elle ne comprend pas pourquoi on lui reproche d'être mêlée à l'assassinat de son ex-gendre. Elle tombe des nues. C'est une femme de 50 ans, c'est une mère de famille qui n'a jamais fait une seconde de garde à vue, qui n'a jamais eu affaire à la police ni à la justice, et elle ne comprend rien. Nous, notre sentiment, c'est que c'est une menteuse. L'ex-belle-mère de Reynald est inébranlable. Les gendarmes ne savent plus comment s'y prendre. Mais alors qu'ils l'interrogent, coup de théâtre. Leurs collègues de la section de recherche, qui épluchaient ses comptes bancaires, viennent de faire une trouvaille inespérée. Ils ont découvert que Valérie a acheté, dans les jours précédant le crime, elle a acheté 2 talkie-walkie, elle a acheté 2 cagoules, et elle a acheté aussi un écouvillon, c'est-à-dire un dispositif pour nettoyer les armes à feu, qui, comme par hasard, est un écouvillon adapté au calibre 22 long rifle, c'est-à-dire le calibre de l'arme du crime. Pour les gendarmes, ces informations sont du pain béni. Mais confrontée à ces éléments, la mère de famille ne se démonte pas. Elle va acheter tout ça parce que sa fille et son beau-fils partaient plus tard pour faire du ski et que Alexandre lui avait demandé d'acheter tout ça. Gaspard Cuénan, avocat de la défense. Et elle va aussi acheter 2 talkie-walkie. C'est Alexandre qui lui a demandé d'acheter ces 2 talkie-walkie pour faire de l'airsoft, qui est une discipline qu'il pratiquait à titre de loisir avec ses amis. Du ski et de l'airsoft, les gendarmes n'y croient pas une seconde, mais ils ont besoin d'un maximum de preuves pour confondre Valérie Andrieux. Alors, face à ces dénégations, ils décident de perquisitionner son domicile. Et ils ne vont pas le regretter. On a saisi l'ordinateur portable
qu'utilisait Madame Valérie Andrieux. Et dans cet ordinateur, on va trouver des recherches un peu étranges. Fusil à pompe, club de tir, mercenaires pour contrat, traceurs. Concernant ces recherches internet, elle aura comme réponse pour les écarter Jean-Marc Darrigade, avocat de la défense. le fait que ce n'est pas elle qui a effectué ces recherches sur cet ordinateur familial. Face à ces nouveaux éléments, Valérie Andrieux reste imperturbable, une fois de plus. Mais elle va recevoir un coup fatal. Il vient de son fils aîné, le frère de Coralie et de Jocelyn. Auditionné par les enquêteurs, il livre une anecdote qui va révéler une facette très inquiétante de sa mère. Il va nous préciser qu'il y a quelques années de ça, sa mère a été victime d'un vol à son domicile à Marseillan. Ils vont identifier les auteurs du vol. Elle va déposer plainte. Jean-Marc Sixic, directeur d'enquête de la section de recherche de Montpellier. Un des auteurs va mettre la pression à sa mère pour qu'elle retire sa plainte. Et sa mère va demander à son fils aîné d'éliminer définitivement cette personne. Son fils, heureusement, il s'est aperçu que sa mère le manipulait. Reynald Barguet, père de Reynald. Sinon, il serait peut-être en prison pour quelques années pour avoir tué quelqu'un sur les ordres de sa mère. Le témoignage de son propre fils est un coup de grâce pour Valérie Andrieux. Mais pour son avocat, il ne faut rien y voir de plus qu'une mésentente familiale. Valérie, elle a 3 enfants. Elle a des relations fusionnelles avec Jocelyn et Coralie. Mais elle en a pas avec son fils aîné. Il a une haine farouche pour sa mère. C'est pas de la faute de Valérie, qui a toujours essayé de le protéger. Cet argument de la défense ne convainc pas les enquêteurs. Les achats de talkie-walkie et de cagoules, les recherches internet, le conflit qui l'oppose à Reynald, ils sont persuadés que Valérie Andrieux est coupable. À l'issue de leur garde à vue, Alexandre Petreman est mis en examen pour assassinat. Valérie Andrieux et son fils Jocelyn pour complicité d'assassinat. Afin qu'ils ne puissent pas communiquer entre eux, ils sont écroués dans des prisons différentes. Pour la famille de Reynald, l'annonce de ces arrestations est une véritable déflagration. Je les aurais jamais soupçonnés. Bon, je sais qu'il y avait des petites altercations entre Reynald et son ex-belle-mère, mais jamais jusqu'à aller assassiner quelqu'un. Je les imaginais pas du tout capables de ça. Au désespoir d'avoir perdu Reynald, s'ajoute un terrible sentiment de trahison. Vous imaginez que mon ex-mari, quand ça arrivait ça, il a appelé la maman à Coralie pour dire que Reynald s'était fait tuer. Sylvie Divry, mère de Reynald. Et ils avaient l'air d'être désolés pour nous. Et c'était eux les tueurs. Je me sens trahi par rapport à l'appel téléphonique que j'ai émis à Madame Andrieux, qui fond en larmes, qui comprend pas qui a fait ça. Comment peut-on réconforter à quelqu'un qui vient de perdre son fils et c'est elle qui l'a fait tuer, qui a tout organisé? À quel point elle pouvait être méchante et machiavélique et manipulatrice. C'est horrible de faire ça. C'est horrible. Pourtant, de sa cellule, Valérie Andrieux continue de clamer son innocence. L'élément fondamental de ce dossier, c'est que quand même le principal accusé, l'assassin, celui qui s'accuse de l'assassinat, a toujours mis sa belle-mère hors de cause. Elle n'était pas l'instigatrice de ce crime. Valérie Andrieux est-elle coupable ou innocente? La cour d'assises va devoir trancher. Et l'enjeu est de taille. Si elle est reconnue comme le cerveau de cet assassinat, elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Dans le cas inverse, elle pourrait tout bonnement être relaxée. Le procès s'ouvre le 17 avril 2023 devant la cour d'assises de l'Hérault à Montpellier, plus de 7 ans après les faits. Un procès très particulier
Car à cause du Covid et du retard accumulé par la justice, les 3 accusés comparaissent libres. Un fait exceptionnel pour des accusations aussi graves. Pour la famille Barguet, c'est une épreuve supplémentaire. Vous aviez 3 inculpés qui venaient tous les jours à la même heure que nous. Les pauses en même temps que nous dehors, à la machine à café avec nous, aux toilettes avec nous. Tout à côté de nous. Normal. On a tous gardé notre cam face à eux. Alizéa Barguet, sœur de Reynald. En espérant que la justice fasse ce qu'elle a à faire. La famille Barguet n'espère qu'une chose, qu'Alexandre Petroman dénonce enfin Valérie et Jocelyn. Mais le jeune pompier reste campé sur ses positions. Il est le seul coupable. Il est toujours dans son rôle de sauveur, de héros. Pourquoi? Parce que si lui, il est incarcéré, si Jocelyn, il est incarcéré, si Valérie Hendrieux, elle est incarcérée, qui va s'occuper de Coralie? La famille Barguet, qui attendait de nouveaux aveux, est déçue. Et ce n'est pas terminé. Car dès le départ, les avocats de la défense jouent leur carte maîtresse. Le profil irréprochable de leur client. C'est eux les assassins, puis au final, eux c'est des gens bien, on vient témoigner pour eux, c'est des bons marins, c'est des bons pompiers. On n'avait pas l'impression que c'était leur procès. J'avais plutôt l'impression que c'était le procès à mon frère. Le 4e jour d'audience, le père de Reynald vient déposer à la barre. Son objectif, faire basculer le procès. J'ai dit que mon fils était peut-être un délinquant. Mais au moins, c'était pas un assassin. Par contre, Alexandre, c'était le gendre idéal, mais c'est un assassin. Le père de Reynald livre des révélations bouleversantes. Il explique que depuis l'assassinat de son fils, il n'a vu son petit-fils de 7 ans qu'à quelques reprises seulement et accompagné par des éducateurs. Leur dernière entrevue date d'il y a plus de 3 ans. Et la suite de ce qu'il raconte est à peine croyable. Un jour, lors d'une visite, je vais voir mon petit-fils, il a une chaîne autour du cou. Il me dit « Ne touche pas ça à mon papa ». Et quand la chaîne se retourne, je vois Alexandre avec une date de naissance, qui est la date de naissance de Alexandre Petroman, l'assassin de mon fils. Donc mon petit-fils se promène avec la chaîne de l'assassin de son père autour du cou et me dit « N'y touche pas, c'est à mon papa ». C'est horrible, on peut pas faire ça. Ça nous fait du mal à nous, ils se rendent même pas compte que comment ça peut faire mal. Moi, la grand-mère qui ne le voit jamais, le tueur qui vit avec, mais c'est horrible. J'aimerais bien le voir, mon... C'est tout ce qui me reste de mon frère, c'est mon neveu. À l'issue d'un procès de 5 jours, le verdict tombe. Alexandre Petroman est condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de Reynald Barguet. Valérie Hendrieux écope de 16 ans pour complicité d'assassinat. Quant à Jocelyn, il est condamné à une peine symbolique, faute de preuves. 3 ans de prison, dont 1 an ferme, pour avoir fourni un alibi à Alexandre et l'avoir aidé à effacer les traces de son crime. Comme il a déjà effectué 1 an de détention provisoire, il ressort libre. Il ne part pas en prison alors que Alexandre et Valérie... François Barrère, reporter à Midi Libre. Eux sont escortés par les policiers vers la prison dans laquelle ils vont passer plusieurs années. Seule Valérie Hendrieux fait appel de sa condamnation. Elle est donc toujours présumée innocente. Elle a accueilli ce verdict avec une certaine fatalité. Gaspard Cuénan, avocat de la défense. Une fatalité qui fait aussi dire que le combat n'est pas terminé et qu'il continue. Depuis l'assassinat de Reynald il y a 7 ans, chaque jour qui passe laisse un vide immense chez ses proches.
C'est comme si on m'avait arraché le cœur, ça fait tellement mal. On m'a arraché un bout de moi-même. J'ai l'impression des fois de ne pas vivre, de survivre. J'espère que son fils, plus tard, il découvrira la vérité. Et qu'il saura que son père, c'est un homme bien. J'en ai gros sur le cœur d'avoir perdu mon fils. Mais je ne pleure pas. Je ne suis pas de nature à pleurer. Et malgré que je ne pleure pas, ma douleur est là. Et elle est grande, profonde. À ce jour, la famille Barguet n'a toujours pas revu le fils de Reynald. Elle attend la décision du juge aux affaires familiales qui doit statuer sur son droit de visite. Elle devra ensuite affronter le procès en appel. Une nouvelle épreuve. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.